Bien, messieurs, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Madame Nobly, Monsieur le rapporteur général, cher Nicolas, chers amis de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, grand merci évidemment de ma part également à toute l'équipe de direction de ce collège pour nous accueillir, et puis mesdames et messieurs, bien sûr. Alors, je vais m'exprimer à deux titres. Effectivement, ça a été dit, donc je suis un des responsables de la Ligue de l'enseignement et en charge du comité national d'action laïque cette année, puisque c'est une présidence tournante. Dans la discussion, on aura l'occasion d'y revenir. Mais je vais m'exprimer aussi en tant que co-rédacteur avec le ministre Vincent Payon de la charte de la laïcité, dont je vais vous dire un mot dans un instant. Donc c'est à ces deux titres, en fait, que je vais m'exprimer. La charte, oui. On a éprouvé le besoin, en 2013, de rédiger cette charte qui a 15 articles. Je vais vous en parler très, très rapidement. À un moment, moi, je me souviens, en septembre 2013, quand on a présenté cette charte pour la première fois dans un collège de Seine-et-Marne, la plupart des journalistes qui nous accompagnaient nous ont dit « Mais vous ressortez encore la laïcité, mais est-ce que c'est bien utile ?» On était en 2013, hein. Comme si on ressortait quelque chose qui n'avait plus, effectivement, vous avez parfaitement raison, on a considéré pendant très longtemps que c'était acquis, il n'y avait plus de nécessité d'en parler. En réalité, on sentait bien qu'il y avait beaucoup de confusion, beaucoup de contresens, beaucoup d'instrumentalisation aussi de la laïcité. Certains en parlent d'ailleurs comme une arme, une arme, un glaive, un bouclier, comme si c'était un outil pour se défendre, pour diviser. On dit parfois aussi que la laïcité est attentatoire à la liberté, c'est un principe liberticide. D'autres, au contraire, disent que c'est complètement laxiste et que c'est la porte ouverte à tout. Et donc, on voit bien dans cette confusion assez généralisée combien le rôle de l'école. Donc moi, je vais commencer par parler de l'école, et puis dans la discussion, évidemment, on élargira au mouvement complémentaire de l'école qui nous apporte une aide très précieuse, et évidemment la Ligue de l'enseignement au premier chef. Mais l'école a un rôle majeur à jouer, plus que jamais. D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Je trouve que je suis aussi un peu historien de l'éducation. On a toujours demandé à l'école cet effort parce que les premiers républicains de la Troisième République ont toujours compris, et on l'a peut-être nous oublié, que pour vivre en République, il y a un principe assez clair, c'est qu'il faut commencer par former des républicains. Et que c'est à l'école que ça se forme, des républicains, et que si l'école n'est pas investie de cette responsabilité, évidemment, on aura beaucoup de difficultés ensuite à faire vivre ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et donc, on a abordé ce sujet d'abord en intégrant dans la loi de refondation de 2013 un article qui est la suite de ce qui était écrit déjà dans les lois, parce qu'on ne refait pas tout à chaque fois, heureusement, il y a une continuité dans notre République, et donc dans la loi de 2005, déjà il y avait cette phrase que vous connaissez peut-être, ceux qui sont dans l'enseignement: outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Et ça s'arrêtait là en 2005. Et en 2013, nous avons ajouté dans la loi, la deuxième phrase: le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves. Alors, à tous les élèves en gras, c'est pas écrit comme ça dans la loi, c'est moi qui souligne, mais on va y revenir tout à l'heure. À tous les élèves, le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Là encore, c'est moi qui souligne en gras, laïcité. Nous avons éprouvé le besoin de dire ce qu'on entendait par valeur de la République et de dire, d'une certaine manière, comment la laïcité allait nous aider à faire partager ces valeurs. Et donc, un des articles de la charte de la laïcité, et chaque fois que vous verrez cette présentation, c'est un article de la charte de la laïcité. Donc là, vous avez l'article 5, qui dit qu'en effet, et on le dit à tous les citoyens, c'est dans les écoles et dans les établissements scolaires que la République va assurer le respect de chacun des principes dont je vais maintenant vous parler. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce qu'on a tout de même quelques points de vigilance, quelques questions à régler avant d'imaginer un instant que l'école va pouvoir faire ce travail de façon paisible. Donc, je vais voir avec vous très rapidement quelques-uns de ces points de vigilance. Le premier, évidemment, le premier point de vigilance, la première des conditions,
dans la mesure où on demande à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République, il vaut mieux que la société ne fasse pas le contraire. Pour les enseignants, c'est quand même mieux qu'il y ait un accord entre ce que la société montre quotidiennement comme exemple et puis ce qu'on demande à l'école de transmettre. D'une certaine manière, on est entre nous, on peut se dire, il y a un peu de schizophrénie à certains moments dans notre société qui ne fait pas exactement ce qu'elle demande à l'école de transmettre. Ça nous donne, à nous les éducateurs, et éducateurs au sens large, pas seulement l'école, mais tous ceux qui font œuvre d'éducation, une mission un peu difficile. Ça pourrait nous décourager d'ailleurs de voir parfois ce décalage énorme qu'il y a entre ce que la société fait et ce qu'elle nous demande de transmettre aux enfants. En fait, ça doit au contraire nous encourager parce que ça montre le travail qui nous est demandé. La deuxième question à régler, c'est d'être au clair sur le fait que c'est bien toute la société qu'il faut intégrer, au sens auquel il faut faire partager les valeurs de la République. Je vais juste vous illustrer pourquoi je dis ça comme ça. Quand on a rédigé cette charte et qu'on a commencé à demander aux établissements, aux écoles et aux établissements de l'afficher, donc il m'est arrivé, quand j'étais directeur général de l'enseignement scolaire, d'aller dans pas mal d'établissements et chaque fois je regardais un peu partout, est-ce que la charte est affichée? L'afficher, c'est une chose, ensuite l'utiliser, c'en est une autre. On va en parler après. Est-ce qu'elle était affichée au début? Pas vraiment partout. Et chaque fois que je demandais à une directrice, directeur d'école, chef d'établissement, mais pourquoi vous n'avez pas affiché la charte dans votre établissement, on me répondait assez souvent, c'est pas la peine, il n'y a pas de problème ici. Et le message qu'il y avait en dessous, c'était, c'est pas la peine d'afficher la charte, il n'y a pas de musulmans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On commet donc un contresens absolu si on imagine dans notre pays aujourd'hui que seules les populations d'origine immigrée auraient besoin de recevoir un brevet de laïcité, qu'on tamponnerait en disant bon pour la laïcité. Non. C'est Régis Debray qui, dans son magnifique ouvrage Fraternité, nous dit que, précisément en écho avec ce que vous dites, Madame la Présidente, et je salue l'enseignante que vous êtes aussi, nous avons oublié collectivement de transmettre à tous les enfants, et pas seulement aux enfants d'origine immigrée, ces valeurs de la République. Et Régis Debray a cette magnifique formule, très concise comme il en a l'habitude, nous avons laissé nos enfants naître sous X en matière de valeurs de la République. Et donc, si nous ne réagissons pas très rapidement, on va évidemment le payer très cher. Donc c'est toute la société qui est en mal d'intégration, et tous les enfants doivent faire l'objet de ce travail. Ensuite, évidemment, troisième point d'attention, comme le travail est considérable, comme le travail est particulièrement complexe, que la mission est lourde, il faut accompagner nos enseignants. On a oublié en formation initiale, pendant des dizaines d'années, de traiter ce sujet. Et je ne parle pas de la formation continue, qui aujourd'hui est en grande difficulté. Donc on a un très gros effort d'accompagnement. Toute la société doit accompagner les enseignants dans ce travail, qui est un travail très, très important. Et donc, dans la charte de la laïcité, on a cet article 10, qui dit qu'il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, et donc de veiller, bien entendu, à l'application dans le cadre scolaire de tout cela, de porter cette charte à la connaissance des élèves, et depuis, vous savez, 2 ans, on va plus loin, on demande aux parents de signer cette charte de la laïcité qu'on intègre dans les règlements intérieurs. Il y a un 4e point de vigilance, une 4e attention. Si nous oublions qu'il sera très difficile d'être crédible avec notre formule « vivre ensemble », si nous laissons notre société dériver avec de tels écarts de richesse, de situation sociale, de situation financière, de situation culturelle entre les citoyens. Comment rendre crédible vivre ensemble avec 9 millions de pauvres et quelques centaines d'ultra-riches? Alors, ils vivent ensemble, hein, dans le même pays, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Comment penser aux 5 millions de chômeurs et à leurs enfants? Il y a 1,2 million d'enfants aujourd'hui dans nos écoles, collèges et lycées qui vivent en situation de grande pauvreté. Comment être crédible avec ce vivre ensemble si nous ne traitons pas la question sociale? C'est Jean Jaurès qui le disait d'ailleurs. La République est laïque et sociale. Elle restera laïque si elle reste sociale. Chers amis, nous sommes sur une bombe à retardement social
si nous ne traitons pas d'urgence la question de la pauvreté dans ce pays. Et on se paye de mots, donc, avec le vivre ensemble, si on ne va pas dans cette direction. Et il y a une cinquième point de vigilance, cinquième attention que nous devons évidemment avoir, c'est que notre école républicaine, notre école laïque, doit elle-même donner l'exemple des valeurs qu'elle est censée transmettre aux enfants. Les enseignants ne sont pas responsables à titre individuel de ce que je vais dire, parce que, au contraire, je vais faire un rapport sur la grande pauvreté et je rends hommage à tous les enseignants qui sont confrontés aux plus grandes difficultés. Mais notre école dans son ensemble n'a pas historiquement été construite, organisée pour faire réussir tous les élèves. Notre école, historiquement, elle a été organisée pour trier, pour sélectionner. Et donc nous avons aujourd'hui la meilleure école du monde, mais pour seulement 50% de nos élèves. La moitié de nos élèves de 15 ans sont les meilleurs élèves du monde dans les évaluations internationales. Ça, il faut le dire ça de temps en temps aussi. On a une très très bonne école, mais uniquement pour la moitié de nos élèves. On a 30% d'élèves aujourd'hui qui sont en très grande difficulté dans les évaluations, et nous sommes de ce point de vue le pays du grand écart. Là encore, comment espérer rendre crédible le vivre ensemble quand on a laissé se ghettoiser des parties entières de notre territoire avec des écoles, collèges et lycées qui n'ont absolument plus de mixité sociale et scolaire, qui concentrent les plus grandes difficultés, alors qu'à côté, vous avez des établissements pour privilégiés qui ne rencontrent strictement aucune difficulté. Dire ensemble, oui, mais on voit bien que là, au sein du système scolaire, nous ne sommes même pas fichus de scolariser ensemble. Avant de prétendre vivre ensemble, il faudrait peut-être scolariser ensemble, au moins pendant le temps de la scolarité obligatoire, tous les enfants de ce pays. Donc, on voit bien qu'on a à ramer en quelque sorte un tout petit peu dans ce pays pour rendre crédible cette valeur. Alors, je vais maintenant entrer un petit peu plus dans le détail, sachant que nous devons faire en sorte que on transmette ce principe d'organisation de la République dans une démarche de connaissance, c'est-à-dire que, et c'est là qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure sur la formation initiale et formation continue de nos enseignants, il faut les y aider. Donc, entre nous, entre adultes, évidemment, on ne dit pas ça comme ça aux enfants, mais entre nous, il faut sans doute qu'on soit au clair sur la distinction entre valeurs et principes. Parce qu'on dit, la laïcité, c'est un principe. Ce qu'on a fait, et c'est juste, ce qu'on a fait dans la charte de la laïcité, c'est d'associer en permanence ce principe avec les valeurs de la République. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Liberté, égalité, fraternité. En gros, soyons très rapides, c'est ce qui donne du sens à notre vivre ensemble. C'est ce qui donne du sens à notre parcours commun. Liberté, égalité, fraternité, une valeur. Notre but. Un principe, comme la laïcité, d'organisation de la République, c'est ce qui va rendre possible ce vivre ensemble. Donc on a un but, les valeurs, et on a une méthode choisie par notre République française, qui est, voilà, comment on va faire pour rendre possible la liberté, l'égalité et la fraternité. Cette méthode, et je complète un tout petit peu votre propos, Monsieur le Président, cette méthode, elle est évolutive. Elle est évolutive. La laïcité a une histoire qui est d'ailleurs aujourd'hui très mal connue. Dans notre pays, on a commencé par séparer l'école des églises. 1882, c'est Jules Ferry. Et puis après, on a séparé les églises et l'État. 1905. Je ne vais pas être très long sur ce rappel historique, mais je vais simplement remarquer que pendant très longtemps, on a parlé de la laïcité des locaux scolaires, on a parlé de la laïcité des personnels, on a parlé de la laïcité des programmes, mais pendant très longtemps, on n'a pas parlé des élèves dans ce pays. Ce n'est qu'en 2004 qu'on a considéré qu'il fallait, s'agissant des élèves, poser un certain nombre de principes, notamment sur le port de signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Donc on voit bien que la laïcité, c'est une méthode d'organisation qui doit s'adapter en fonction de l'évolution même de la société. On y reviendra, si vous voulez, dans la discussion. Donc, cette solidarité entre le principe et les valeurs, on le voit bien dans l'article 4 de la charte de la laïcité. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, ça permet de concilier la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. C'est ce qu'on essaie de dire à nos élèves. Et donc, cette méthode d'organisation de la République,
symbolisée ici donc par cette charte de 15 articles. Évidemment, ça n'est pas un catéchisme. Les 15 articles de la charte de la laïcité ne sont pas les 15 commandements qu'il faudrait faire réciter à nos élèves. C'est pour ça que nous avons mis dans cet article 15 de la charte que ça doit se faire dans nos établissements, mais aussi dans nos activités éducatives en dehors des établissements, au moyen d'activités. Les élèves sont en activité, les jeunes sont en activité. On ne manque pas d'occasion dans la vie scolaire, moi je parle de la vie scolaire, d'occasion par des exemples, par des situations très concrètes, de traiter les questions de laïcité plutôt que d'en faire un cours magistral. Par leurs réflexions, leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité dans leur établissement. En fait, si on veut être le plus clair possible, encore une fois, ça c'est une réflexion d'adulte à côté de la charte de la laïcité, si on veut être à peu près au clair et ne pas dire trop de bêtises sur la laïcité, on peut dire qu'il y a deux finalités permises par la laïcité, deux garanties permises par la laïcité, et je vais y revenir, c'est la liberté et c'est l'égalité, j'y reviens, et ça on va le voir dans les articles de la charte, et il y a deux moyens. Comment on s'y prend pour garantir cette liberté, pour garantir cette égalité dans une république laïque? Eh bien le premier moyen c'est la séparation, j'y reviens, et le deuxième moyen c'est la neutralité de l'État, j'y reviens également. Une fois qu'on a à peu près cela clairement présent à l'esprit, on ne fait pas beaucoup d'erreurs quand on traite de ce sujet. Donc, je vais commencer par la liberté. Oui, la liberté. Alors, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit dans les propos introductifs, hein, mais on est bien au clair. La laïcité, c'est d'abord une liberté, c'est la liberté de conscience, la liberté de penser, qui inclut la liberté de croire ou de ne pas croire, mais qui ne s'y résume pas. Faites attention, parce que dans certains cas, certains voudraient limiter la liberté à la liberté religieuse. Non, c'est la liberté de conscience, la liberté de penser, ça a été dit tout à l'heure, la liberté de croire, de ne pas croire, la liberté de changer de religion. Donc dans une république laïque, la liberté est donnée finalement de façon très très large. On peut exprimer ses convictions, évidemment, dans le respect de celles d'autrui. On est dans un système démocratique et dans les limites de l'ordre public. Ça veut dire en effet, ça a été dit en introduction, que la laïcité, ça n'est pas une option spirituelle parmi d'autres. Il n'y a pas des laïcs comme il y aurait des catholiques, ou il y aurait des athées, ou des protestants, des juifs, des musulmans. Si on dit ça, on commet une erreur. C'est la République qui est laïque. Ça n'est pas un groupe de citoyens. Je ne sais pas si je le fais bien comprendre. Alors, il y a cette confusion, là encore une fois, entre adultes, on ne dit pas ça comme ça à nos jeunes, mais entre adultes, on peut expliquer pourquoi il y a cette confusion entre une laïcité qui est un principe d'organisation et qui n'est certainement pas une option spirituelle parmi d'autres, et puis la confusion précisément avec celles et ceux qui auraient tendance à penser le contraire. Cette confusion, en fait, elle vient de l'origine du mot. Alors, on ne va pas faire des choses trop savantes ici, mais quand même, il y a deux origines étymologiques du mot. Il y a l'origine grecque, c'est pour ça qu'on écrit laïque au sens où on traite de cela tout au long de cette journée, Q-U-E, c'est la racine grecque, ça veut dire le peuple. Et quand on traite de la laïcité et du mot laïque de cette manière, ça veut dire qu'on est plutôt dans l'union du peuple. Je ne sais pas si je le fais bien comprendre. Mais on a une autre étymologie qui est une étymologie latine. Et en latin, c'est laïque avec un C, ça vient de laicus. Et qu'est-ce que c'est qu'un laïc avec la racine latine? C'est quelqu'un qui n'est pas un membre du clergé. C'est quelqu'un qui n'est pas un clerc. Il y a un laïc et il y a un clerc. Je ne sais pas si je le fais bien comprendre. Et donc là, on n'est pas du tout dans l'union du peuple, on est plutôt dans un peuple qui est divisé entre ceux qui sont là pour prier pour les autres, et puis le peuple un peu vulgaire, qui n'est pas du tout dans la religion et qui fait partie de ces laïcs. Donc ça va vous... Donc autrement dit, je le dis pour nous, de temps en temps ça nous arrive aussi de faire des erreurs, quand on parle de la laïcité et quand on parle des laïcs, on écrit toujours QUE. On n'écrit pas avec un C, sinon on est dans une opposition entre clerc et laïc. Alors, oui? Je me permets du coup, ce que tu veux nous dire de manière très claire, c'est que laïc, avec un C ou QE, il n'y a pas de féminin ou de masculin qui compte. Absolument, absolument. Alors, cette liberté, on la donne aux élèves. Et là aussi, ça a été une évolution. Pendant très longtemps, les élèves français n'avaient strictement aucun droit dans les établissements scolaires. Ils étaient là pour obéir. Et donc, ça a duré très longtemps. La bascule, ça a été dans les années 1970,
où on s'est aperçu quand même qu'on ne pouvait pas faire œuvre d'éducation, on ne pouvait pas initier à la vie démocratique des jeunes si on ne leur offrait pas dans leur établissement scolaire des occasions précisément de s'initier à la vie démocratique, donc de participer à la vie de leur établissement. Il a fallu attendre les années 70 pour qu'on ait des délégués élèves dans les conseils de classe, dans les conseils d'administration. Il a fallu attendre le début des années 1990 pour qu'il y ait des conseils de la vie lycéenne, pour que les élèves aient le droit de former des associations dans nos lycées, qu'ils aient le droit de s'exprimer, d'avoir des journaux lycéens, de tenir des réunions. C'est ce que nous écrivons là dans l'article 8 de la charte de la laïcité. En effet, il y a une liberté d'expression des élèves, ça c'est la loi Jospin 1989, article 10, qui donne à tous les élèves ce droit, mais il y a évidemment immédiatement une limite, c'est le bon fonctionnement de l'école et le respect évidemment des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. Il y a des droits et il y a des devoirs. Et parmi les devoirs, oui, un petit retour sur la loi de 2004, nous avons écrit, c'est l'article 14 de la charte de la laïcité, on rappelle là simplement le contenu de la loi de 2004. Oui, vous les élèves, vous avez une liberté d'expression, de réunion, d'association, mais il y a une limite, et cette limite, c'est que dans les établissements scolaires publics, eh bien, on ne peut pas porter de façon ostensible des signes religieux. Ça, c'est interdit. C'est la loi de 2004. Et donc, moi, j'étais acteur au sein de l'Éducation nationale, à l'Inspection générale au moment de cette loi. Je peux vous dire qu'il y a eu des débats, bien entendu. Elle a été votée au Parlement à une très grande majorité, très peu d'opposition. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, enfin on en parlera dans la discussion, mais au niveau national, on a une perception qui montre que cette loi, finalement, a été plutôt une bonne chose et qu'elle permet justement de poser des limites dans le respect, évidemment, de nos principes. Alors, si on travaille de cette manière, on peut avancer effectivement dans la formation de nos citoyens. Et donc, c'est ce qu'on a écrit dans l'article 6 de la charte de la laïcité. Donc, dans ces conditions, l'école peut offrir aux élèves, alors, les conditions pour forger leur personnalité. Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ça comme ça? Forger leur personnalité. On l'a écrit comme ça parce que le but de l'école publique, chers amis, ça n'est pas de rendre les élèves identiques. On peut être différent. Il peut même y avoir des revendications identitaires. C'est complètement possible. C'est une façon pour les jeunes, notamment les adolescents, de commencer à poser leur propre personnalité. Et donc, on peut parfaitement être très attentif à ce que les jeunes puissent forger leur personnalité, affirmer une identité n'est pas en soi illégitime. L'harmonie sociale ne passe pas par la disparition du dissonant. Je ne sais pas si je le fais bien comprendre. Et l'expression de la diversité n'empêche pas la construction de valeurs partagées. Exercer leur libre arbitre, faire l'apprentissage de la société, et ce qui est très important, c'est que quand on commence à travailler, notamment au collège et au lycée, sous cet angle-là, on voit petit à petit les élèves comprendre que la laïcité protège. Ce n'est pas une série d'interdits. C'est d'abord une liberté et c'est aussi une protection. Protection contre des actions de prosélytisme, de pression qui les empêcheraient de faire leur propre choix. Si on va dans cette direction, on voit que les parents et les enfants peuvent nous faire confiance au sein de l'école de la République quand elles travaillent de cette manière. La question, c'est comment est-ce qu'on peut concilier la nécessité d'une unité au sein de notre pays, le partage de valeurs communes et le respect de la diversité. Et là, on peut poser un certain nombre de repères. Le premier repère, c'est de faire comprendre à nos jeunes, ceux dont nous sommes en charge de l'éducation, que dans une république comme la nôtre, oui, il y a la liberté, mais elle n'est jamais absolue, cette liberté, et elle est toujours encadrée par la loi. Sinon, il n'y a pas de vivre ensemble possible s'il n'y a pas un cadre. Et deuxièmement, leur faire comprendre que dans une république laïque, la loi, ça vient du peuple, et ça vient des représentants du peuple. Ça, c'est l'article 3 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La souveraineté dans une république laïque, ça vient du peuple et de ses représentants. Autrement dit,
un texte religieux est sans doute, et même est infiniment respectable, mais il ne peut pas dicter la loi politique dans un pays. Donc quand on arrive à faire comprendre cela à nos élèves, on peut poser donc ce repère, la loi est humaine, et donc quand ils comprennent ça, d'ailleurs, les élèves peuvent être eux-mêmes ensuite porteurs de ce principe. Il y a un deuxième repère, c'est évidemment, et là il faut être très clair, la laïcité c'est une liberté. Dans un établissement public laïque, les élèves ont une totale liberté. Le seul repère, la seule limite que nous posons, c'est que quand une volonté des élèves de pouvoir affirmer une identité particulière conduirait certains de nos élèves, parfois certains adultes, à une obligation d'appartenance à un groupe particulier ou à une option philosophique ou religieuse particulière. Parce que dans notre République, on n'accepte pas l'idée de quelqu'un qui sera déterminé, qui est déterminé par sa naissance. On peut avoir, et c'est l'idée même d'une liberté de conscience, une liberté de pensée qui est à l'origine de cela. Alors, on dit souvent tout ça c'est très français, et dans quelle mesure c'est très solide par rapport au texte européen. Donc là aussi, on ne l'a pas mis dans la charte de la laïcité, ça c'est pour nous, adultes. Soyons très clairs, hein, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article 9, et donc qui dit très exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc là, on n'est pas dans le franco-français, on est vraiment dans des principes qui sont, au sein de l'Union européenne, totalement acceptés par tous les pays. Donc nous ne sommes pas, de ce point de vue, une exception. Il faut aussi, de temps en temps, le rappeler. Alors, deuxième principe, égalité. Ça, c'est la deuxième phrase qui est dans cet article premier de la Charte. La France assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble de ses territoires de tous les citoyens et respecte toutes les croyances. Donc on est là très clairement dans l'affirmation de cette deuxième valeur que nous garantissons dans une république laïque. Ça veut dire quoi? Très clairement, nous l'écrivons dans l'article 9, je ne veux pas être trop long, rejet de toute violence, évidemment, de toute discrimination, et nous avons tenu à l'écrire dans cet article 9, l'égalité entre les filles et les garçons. L'égalité entre les filles et les garçons, et donc culture du respect, compréhension de l'autre. Et évidemment, cela, c'est une limite très claire posée à certaines attitudes qui viendraient à l'encontre de cela. Et donc, ça veut dire que dans un établissement scolaire, là encore, et c'est un troisième repère, il faut être très clair, très ferme. On refuse absolument ce qui pourrait permettre de rejeter des valeurs fondamentales qui sont les nôtres, comme l'égalité entre les filles et les garçons, et le sexisme, le racisme, l'antisémitisme, le repli communautaire, évidemment, n'ont pas de place à l'heure dans notre école. Donc ça, c'est les deux garanties, liberté et égalité. J'ai dit, il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est la séparation. Donc on l'écrit très clairement dans l'article 2 de la Charte. Séparation des religions et de l'État. C'est le formidable paradoxe de la laïcité. J'attire votre attention là-dessus. Elle sépare pour mieux rassembler. Elle sépare les religions de l'État, le droit civil du droit canon, pour mieux rassembler les citoyens autour de valeurs communes. Et ça, c'est Jules Ferry qui l'a sans doute compris le mieux et en premier. Alors, il y a eu avant lui Edgar Quinet, Victor Hugo, mais c'est lui qui l'a bien traduit, notamment dans les discours qu'il tient au Sénat et à la Chambre des députés. Je me souviens de ce magnifique discours où il dit aux députés: si vous voulez faire la paix entre deux puissances rivales, l'État et l'Église, délimitez de bonnes frontières entre ces deux puissances rivales. Délimitez de bonnes frontières et vous aurez la paix. Et c'est très exactement donc la définition de ce qu'est la séparation. La laïcité ne rejette personne, une république laïque ne rejette personne, on n'est pas l'ennemi des religions, la laïcité n'est pas anti-religieuse, mais elle sépare très clairement les compétences des uns et les compétences des autres. Donc, pour le vivre ensemble, personne, donc dans un établissement scolaire, puisque là on est dans la charte de la laïcité,
ne peut se prévaloir de ses convictions pour s'opposer aux règles applicables dans un établissement scolaire. Quand je dis que la laïcité sépare pour rassembler, j'ouvre une petite parenthèse, on peut en parler entre nous, c'est compliqué quand dans certaines parties de notre territoire, certains de nos concitoyens se rassemblent pour se séparer. J'ai présent, par exemple, à l'esprit ce qui s'est passé dans le 16e arrondissement de Paris il y a 2 ans, où une population particulièrement privilégiée, pas tous les habitants du 16e, mais une partie de cette population particulièrement privilégiée s'est opposée à l'arrivée dans cet arrondissement de 100 domiciles fixes qu'on hébergeait dans des locaux qui avaient été construits à leur intention. Vous vous souvenez de ça? Certains parlaient même de nuisances. On ne va quand même pas faire venir des nuisances dans notre quartier. Comment est-ce que des êtres humains aujourd'hui, c'est en 2015, peuvent parler d'autres êtres humains en termes de nuisances? Et donc, ça veut dire que je considère qu'il y a certains de nos concitoyens aujourd'hui ne veulent pas se rassembler. Ils veulent plutôt se séparer. Et alors, je ne suis pas naïf. Il y a des territoires perdus de la République dont on pense, quand on pense assez spontanément, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi des territoires perdus de la République dans nos ghettos de riches, qui eux ne veulent pas se rassembler, qui ne veulent pas partager les mêmes valeurs. Le deuxième moyen, c'est la séparation. Je vous remets l'article 2 de la Charte de la laïcité, c'est précis pour avoir la deuxième phrase. L'État est neutre. Oui, c'est la neutralité de l'État à l'égard des convictions religieuses, spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. C'est le deuxième moyen dans une république laïque. Grâce à un État qui est garant de l'intérêt général, tous les citoyens sont considérés de la même manière. La conséquence pour les personnels dans nos établissements, c'est l'article 11 que nous mettons dans la Charte de la laïcité, c'est la neutralité des personnels. Dans un établissement laïque, on ne manifeste pas, quand on est personnel, ses convictions politiques, religieuses, dans l'exercice de ses fonctions. Alors, qu'on se comprenne bien, un État neutre n'est pas un État faible. La neutralité à l'égard des convictions religieuses n'est pas une neutralité à l'égard des valeurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la liberté ou que l'égalité sont mises en cause, évidemment, là, l'État n'est pas neutre. Là encore, c'est Ferry, Jaurès ensuite, qui ont clairement dit qu'un État neutre ne devait pas être confondu avec un État mou. Au contraire, s'agissant des valeurs, nous sommes d'une très grande fermeté. Fermeté dans nos établissements scolaires, c'est l'article 7, j'ai presque fini. La garantie, c'est que tous les jeunes accèdent à une culture commune. Et que pour que tous les jeunes accèdent à une culture commune, il faut bien entendu être particulièrement ferme sur les contenus d'enseignement, sur les programmes d'enseignement, qui dans notre République laïque ne sont pas négociables. Un programme d'histoire n'est pas négociable, un programme de sciences n'est pas négociable. Les activités physiques et sportives ne sont pas négociables. On ne peut pas s'opposer, en raison de ses convictions philosophiques ou religieuses, à un contenu d'enseignement. Et donc là, nous le disons très clairement aux élèves, c'est l'article 12 de la Charte de la laïcité. Là encore, Jules Ferry nous avait tracé la voie, et donc là, nous avons, nous, à faire œuvre d'éducation dans son prolongement. Il y a des connaissances qui sont indispensables, qui sont utiles à tous et qui sont obligatoires. Et puis il y a des croyances qui sont libres, personnelles et variables, ajoute Jules Ferry. Donc il y a bien une distinction entre les croyances et les connaissances, et quand on est dans un établissement et qu'on reçoit un enseignement, on est clairement dans le champ des connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on doit renier ses propres convictions, mais ça veut dire qu'on n'est pas du tout sur le même registre. On va finir, si vous voulez, pour essayer de faire bloc avec tout cela, on va revenir sur l'article 1er de la Constitution de 1958, parce que je pense qu'on ne le lit pas suffisamment, cet article, et on ne le commande pas suffisamment avec nos élèves, notamment avec nos collégiens ou avec nos lycéens. Et je vais surtout m'attacher à la première phrase. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Tout est dit. Et regardons comment les constituants de 46 et ensuite de 58 ont pesé chaque mot. Et si nous, Français, aujourd'hui, nous avons une claire conscience de cela, je pense qu'on arrêterait
Si on avait une claire conscience de ça, on arrêterait de commettre un certain nombre de contresens. Vous remarquerez que les constituants n'ont pas retenu la formule « la République est une et indivisible ». La République est indivisible. On fait souvent une confusion. Ça nous arrive de dire « la République française est une et indivisible ». Non. La République est indivisible. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas retenu le « une » ? C'est parce que, en fait, le « une » divise. D'ailleurs, le « une » est généralement, certains le savent d'ailleurs, ils commettent une erreur, mais ils mettent en avant la République est une parce que ce sont précisément ceux qui refusent le plus la diversité. Pourquoi est-ce que les constituants ont mis en tête de l'article 1er le mot indivisible ? Parce que, en fait, ils ont voulu dire, bah oui, bien sûr, la République n'est pas uniforme. Et pourquoi on n'écrit pas une ? Pourquoi est-ce qu'on écrit indivisible ? C'est parce qu'ils ont voulu rappeler solennellement que toute tentative de structuration des différences en communauté serait absolument contraire à l'esprit même de notre République. C'est ça que ça veut dire indivisible. On sait que c'est multiforme la République, mais elle doit être indivisible, c'est-à-dire qu'on n'accepte aucune organisation communautaire en son sein. Indivisible. Évidemment, c'est un objectif extrêmement fort. Pour ça, il y a une méthode. C'est le deuxième mot, laïque. Oui, il y a une méthode pour que la République soit indivisible, qu'elle permette de conjuguer les spécificités et l'unité absolument nécessaire, c'est la laïcité, liberté, égalité, séparation, neutralité. La méthode pour qu'on soit vraiment indivisible, c'est la laïcité, c'est la démocratie, c'est pas la peine d'épiloguer longtemps là-dessus, et c'est la question sociale. Laïque, démocratique, sociale. On a la méthode pour rester indivisible. Et quand on comprend le sens de cet article 1er de la Constitution, je crois qu'on ne commet plus de confusion. On peut respecter les spécificités et en même temps les dépasser, conjuguer la diversité et l'unité, d'une certaine manière, mesdames et messieurs, et je termine par là, pour se rassembler dans une république laïque, il n'est pas besoin de se ressembler. Merci beaucoup.